Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nastasia pour discuter de la grosseur, un sujet qui s'inscrit une fois de plus dans le volet sur le rapport au corps. Nastasia est de celles et ceux qui estiment que pour aller bien dans sa tête, il faut aussi être bien dans son corps. Cette philosophie, somme toute logique, nécessite pour autant souvent de batailler avec soi-même, et parfois même avec les autres, pour finalement parvenir à s'accepter tel que l'on est. En tant que personne atteinte de dysmorphophobie, Nastasia a traversé les années de son existence dans un corps tantôt mince, tantôt enrobé, pour finalement s'inscrire dans la définition de ce que l'on appelle vulgairement un corps gros. Bien que les études démontrent que l'obésité touche de plus en plus de personnes, comment est-ce que être gros ou grosse dans une société aux tendances grossophobes encore bien ancrées peut être perçu et vécu au quotidien ? Est-ce que l'on peut être heureux même lorsqu'on est aux antipodes des standards esthétiques imposés par la société ? C'est ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui au travers du témoignage de Nastasia. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Salut Nasta, comment ça va ? Salut, ça va bien et toi ? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs et auditrices ? Je m'appelle Nastasia, j'ai 33 ans, j'habite dans le sud de la France. Et puis, voilà, je réfléchis à ce que je vais faire dans ma vie, mais ça, c'est un peu compliqué comme sujet. Ok, merci. Alors, pour commencer, c'est quoi pour toi la définition d'une personne grosse ? Est-ce que cette définition, elle a toujours été la même pour toi, à savoir, est-ce qu'elle a évolué avec le temps ? Bon, déjà, donne-nous ta définition avant toute chose. Alors, c'est une question à laquelle j'ai pas mal réfléchi et en m'informant un peu dessus, je dirais aujourd'hui que une personne grosse, c'est une personne qui, déjà, ne peut pas trouver des vêtements dans les magasins standards. Ok. Alors, il n'y a pas toutes les mêmes tailles dans tous les magasins, Ouais. mais il y a à partir d'un certain seuil, une certaine taille, où vraiment, il n'y a pas du tout ta taille, sauf dans les grandes tailles qui sont quand même assez rares. Ouais. Donc, je trouve que c'est un bon indicateur pour commencer à se définir comme grosse, quoi. Ouais, c'est pas bête. Effectivement, je repense à des marques, surtout quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais 20 ans, etc. Des marques comme Bershka, Ouais. Nîmes. Oui. C'était des marques qui s'arrêtaient au 42, quoi. Oui, exactement. Et moi, je faisais un 40-42, donc c'était pile poil, quoi. Et je me disais, ah ouais, d'accord. Donc, déjà, je me voyais dans une fourchette haute. Enfin, c'était biaisé, du coup. Je me disais que je fais partie des gros parce que je suis dans la dernière taille disponible. Alors qu'en fait, non, c'est juste que il n'y avait pas 44, 46 et ainsi de suite, quoi. Donc, oui, c'est ça. ouais. Moi, c'est pareil. Ouais. Après, je pense qu'il y a certaines marques qui ont fait des efforts avec le temps, comme Zara, par exemple, qui avant, c'était scandaleux leur taille. Je me rappelle que même au moment où j'étais plus mince de toute mon existence, déjà, le L, c'était tout juste si je rentrais dedans, tu vois. Ouais. Et je sais que maintenant, ils proposent du XL, etc. Mais bon, ça reste très limité quand même. Ouais. Franchement, moi, c'est pareil. Je faisais du 42 quand j'étais jeune, jusqu'à 18-19 ans à peu près. Ouais. Et je pensais la même chose. Je me disais inconsciemment, tu vois, on n'avait pas fait tout ce chemin à l'époque, mais je me disais, je suis à la limite. Ouais. Et en fait, tu te dis, ça veut... Enfin, moi, je me disais, je suis grosse, alors que c'était clairement pas le cas. Et surtout, c'était pas ça, en fait, d'être grosse. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Je me comparais beaucoup à mes copines en me disant, voilà, je suis la plus grosse du groupe, de mon groupe de copines. Ou, voilà, elle faisait, je sais pas, un 36, un 38. Et je trouvais qu'il y avait un énorme écart. Et quand on allait faire du shopping, c'était pas toujours facile aussi, quoi. Ouais, ouais. Et puis surtout, en fait...
parfois l'écart se joue en taille entre guillemets, mais il se joue pas forcément en silhouette, si je peux dire ça comme ça, parce que les morphologies sont différentes, etc. Moi, je me rappelle que j'avais une copine qui ne l'est pas restée longtemps, parce que franchement, vu la violence de la personne, voilà. Mais je me rappelle d'une fois où je faisais les magasins avec cette fille, et puis je demande à la vendeuse une taille 40, et elle me fait « Toi, tu fais une taille 40 ?» Parce qu'elle faisait une taille 40, tu vois. Et genre, dans sa conception, c'était impossible qu'elle et moi faisions la même taille, quoi. Ah ouais. Alors que Parce qu'elle te voyait plus grosse qu'elle ? Ouais, clairement. Et écoute, j'avais juste plus de forme, désolée, excuse-moi, quoi. Désolée, quoi. Excuse-moi d'être mieux foutu que toi. Non, mais bon, voilà. Donc, tu vois, ce genre de phrase, j'avais, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans, je me rappelle encore. 20 ans plus tard, tellement c'était violent pour moi, quoi, d'entendre un truc comme ça, surtout quand t'es pas super à l'aise dans ton corps. Bien sûr. Que avoir des formes à 15-16 ans, tu vois, c'était pas toujours facile à vivre, on va dire. Oui. Parce que tu te fais vachement sexualiser, tu te fais draguer par des hommes qui ont 10-15 ans de plus que toi, et tout ça, et tout ça. Bien sûr. Et donc après, quand tu t'entends dire ça, tu te dis, ouais, en fait, non seulement je me vois grosse, mais les autres aussi, du coup, me perçoivent comme ça. Alors qu'en fait, non, c'était juste elle qui était une petite conne, quoi. Mais voilà, quoi. Ouais, après, je pense que c'était une période aussi, la fin des années 90, le début des années 2000, même pendant un moment, mais il y avait vraiment eu une période où le corps parfait était vraiment très, très mince, voire maigre. Ouais, clairement. Quand on regarde ça avec le recul, on se dit, mais c'était tellement abusé, quoi. Et on voyait pas à quel point c'était abusé à l'époque. C'est ça, surtout. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, bien sûr, parce que effectivement, à l'époque, moi, quand je regardais mes vêtements, par exemple, je les trouvais grands. Et quand je les revois aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des trucs dans lesquels je rentre plus du tout, et je me dis, mais mon Dieu, comme c'est petit, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est que la norme les personnes représentées dans les médias, dans les magazines, etc., étaient tellement minces que si tu faisais une taille 40-42, t'étais perçu comme déjà en bon surpoids, quoi. Ouais. Donc, voilà, quoi. Et du coup, pour revenir à la définition de la personne grosse, est-ce que pour toi, ta définition, elle est toujours la même ou elle a évolué ? Bah oui, elle a évolué avec le temps. Comme je disais, quand j'étais ado, jeune adulte, j'avais une vision biaisée. Je me disais, je suis grosse alors que je l'étais pas. Ça n'arrangeait pas le fait que ma mère faisait des régimes, comme je pense beaucoup de mères à cette époque-là. Et du coup, par extension ou par projection, elle m'a jamais fait de remarques, mais moi, je voyais qu'elle était pas grosse et qu'elle faisait quand même des régimes, et que du coup, ça voulait dire que moi, fallait que je passe par là aussi. Finalement, par mimétisme un peu. C'est ça. On allait chez la diététicienne, alors que je me suis jamais posé la question de si j'en avais vraiment besoin. Mais en fait, j'en avais pas besoin. Mais c'est toi qui le demandais ou c'est elle qui t'a imposé Non, elle me le proposait un peu. Elle disait, ça te dirait, si tu veux, on peut y aller et tout. J'étais là, oui, ok. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à te dire, oui, j'en ai vraiment besoin. Donc, oui, on y va. Et puis... En plus, en soi, tu vois, on associe le fait de voir une diététicienne avec la perte de poids, alors que parfois c'est juste... il y a des gens qui voient des diététiciennes pour prendre du poids, mais aussi pour apprendre à mieux s'alimenter, tu vois. Mais ouais, je sais pas, à l'époque, c'était si tu vois quelqu'un... un professionnel de ce registre-là, c'est que t'as du poids à perdre, forcément, ou quoi, alors qu'en fait, pas forcément, quoi. Oui, c'est sûr que... moi, je me rappelle que quand j'allais... J'en ai vu plusieurs au cours de ma vie. Quand j'y allais, personne ne m'a jamais dit « Mais vous n'avez rien à faire là, vous n'avez pas de poids à perdre, vous avez 16 ans, voilà. » Non, pas du tout. Je me rappelle... c'est ça. Je me rappelle d'une... En plus, c'est vraiment hyper rabaissant, quoi. T'y vas, tu te mets en sous-vêtements, on te regarde, on te pèse, on te mesure. Et je me rappelle qu'une elle prenait ses notes et elle les disait à haute voix. Et elle avait dit graisse abdominale à perdre, ou un truc comme ça, tu vois. Alors que... je me rends plus compte de comment j'étais à l'époque, mais... c'était 3 fois rien que j'avais sur le ventre, tu vois, c'était vraiment... moi, j'ai vu des photos de toi, parce que nous, ça fait quoi ? Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, je crois qu'on se connaît. Oui.
Et j'ai vu des photos de toi qui datent d'avant ça. Oui, clairement, t'étais tout à fait normal, quoi. Bah, je faisais un 42, quoi. Ouais. Donc, voilà, je fais 1m73. Et même il y a 10 ans, en fait, quand on s'est connus, t'étais tout à fait normal. Ouais, bien sûr. Donc, non, mais... franchement, moi, c'est pareil, hein, les médecins... toute ma vie, on m'a dit que j'étais en surpoids. Alors qu'en fait, parce que l'IMC disait que j'étais pas... je sais pas, mettons, je connais même plus les trucs, mais disons qu'un IMC normal, c'est entre 18 et 25, par exemple. Je devais être à 25,8. Ouais. Ah, vous êtes en surpoids. Enfin, faut arrêter, quoi. Mais c'est complètement con. L'IMC, c'est tout un sujet. Mais bien sûr. Puis, ils prennent pas en compte la masse musculaire, ils prennent pas en compte tout ça, la densité osseuse, etc. Comme je le disais dans l'autre épisode sur le rapport au corps, moi, je suis quelqu'un qui a une très grande densité musculaire, donc j'ai toujours été dans les courbes hautes du poids, tu vois. Mais quand je dis courbe haute, je sais pas, à l'époque, je devais faire 1m70 ou 69 pour 70 kilos, tu vois. Ouais. Et on me disait, ah oui, mais il faut faire 10 kilos en dessous. Oui, mais je les fous où, les 10 kilos c'est vrai, en dessous, je me rappelle de ça. Et du coup, moi, je faisais des régimes et des trucs pour me dire, il faut que je sois en dessous, alors qu'en fait, j'étais en super bonne santé, j'avais le ventre plat, tout allait bien, quoi. Bien sûr. Et le gras que j'avais, finalement, c'était ma poitrine, mes fesses, quoi. Tu vois. Ouais, à l'époque, c'était pas à la mode. Voilà. Maintenant, ça l'est. Oui, aujourd'hui, tout le monde veut être comme moi. Non, mais bon, voilà, tu vois. Donc, c'est un peu... Ouais. Et puis, en fait, oui, tu te rends compte avec le temps que finalement, les codes évoluent et que ce qui n'était pas à la mode avant l'est aujourd'hui. Ouais. Donc, finalement, est-ce que ça vaut bien de se pourrir l'esprit Bah non, parce que ça, ton corps n'est pas une mode, en fait. Exactement. Donc... On peut pas les suivre, c'est trop malsain, quoi. C'est pas possible. Et du coup, tu nous as dit que t'as été plus mince avant, etc. Et est-ce que tu sais, toi, pourquoi, en gros, t'as pris du poids, comment tu l'as pris, ce poids, et comment tu te percevais avant, et comment tu te perçois aujourd'hui, quoi? Et en fait, donc comme je disais, j'étais mince quand j'étais, mon enfance, de jeune adulte. Et en fait, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé la fac et j'ai emménagé dans un appart seul à Boulogne, juste à côté de ma fac. Et j'ai commencé, mais sans le conscientiser, bien sûr. Un peu après, tu sais, comme une ado aussi, tu te dis, putain, ça y est, je peux m'acheter tout ce que je veux. Je fais mes courses comme je veux. Si je veux manger que du chocolat pour le dîner, je peux, tu vois. Et finalement, c'était pas exactement ce que je faisais, mais en fait, j'ai commencé à acheter plein de trucs pas sains, entre guillemets, tu vois, mais des choses que finalement, il n'y avait pas chez moi avant, avec mes parents. Du chocolat ou des trucs, je sais pas moi, des chips, quoi. Mais je continuais de me nourrir de manière classique pour les repas, tu vois. Parce que du coup, je t'interromps, mais chez tes parents, du coup, les chips, toutes les sucreries et tout, c'était banni, du coup? C'était pas banni, mais il y en avait pas. Donc, si t'en voulais, fallait t'en acheter, quoi. Oui, c'est ça. Quand j'étais ado, je le faisais pas, tu vois. j'allais pas au supermarché toute seule pour ça, tu vois. Mais oui, c'était pas dit que c'était genre interdit ou quoi. Mais il y en avait pas. Et quand il y en avait, on te faisait sentir que fallait pas trop tomber dedans, quoi. Fallait pas trop. Et c'est vraiment ponctuel, quoi. Donc profites-en maintenant parce que c'est pas tous les jours comme ça, quoi. Ok. Ça, c'est rigolo. Moi, c'était tout l'inverse. Il y a toujours eu chez moi, quoi. Il y avait même un placard dédié à ça, tu vois. Et quand t'es enfant, évidemment que t'en abuses. Au point que ma mère finissait par fermer à clé le fameux placard quand elle partait bosser. Sauf que nous, on avait trouvé la faille. Il y avait un tiroir au-dessus, donc on enlevait le tiroir, on mettait le bras. Mais c'était plus de la gourmandise. Et pour autant, ça faisait pas de nous des enfants gros. On était juste gourmands, quoi. Et après, à l'adolescence, je sais pas, il y a une autre manière de faire qui s'est installée chez nous tous, quand je dis nous tous, mes frères et sœurs et moi, qui fait que même si c'était là, c'était pas un truc... c'était pas le truc vers lequel on allait systématiquement ou quoi, tu vois. Et du coup, c'est...
ça permet de pas générer de frustration à ce niveau-là, je pense. Tu vois, et du coup, tout ce qui est sucrerie et tout, aujourd'hui, c'est pas trop mon truc, quoi. Ouais. Ouais, bah moi, en fait, à cette époque-là, ça s'est transformé en hyperphagie, qui est donc le fait de beaucoup manger et d'avoir un peu des crises, comme des crises de boulimie, sauf que tu te fais pas vomir après, tu vois. Juste tu manges. Et c'est des trucs compulsifs, tu vois, genre vraiment t'as besoin de manger et de te sentir vraiment repu après. Parfois trop, pas à chaque fois, enfin dans mon cas, mais voilà, c'est un truc qui s'est installé un peu dans ma vie et du coup bah forcément j'ai commencé à prendre du poids. J'ai quand même, je me rappelle les 2 premières années de fac, c'était la mode du régime Dukan. On y est tous non, mais en tout cas j'y suis passée plusieurs fois. Qui a été horrible. Bon, ils sont tous horribles les régimes, mais il était horrible. Je me rappelle, il y avait des trucs d'avoine, il y avait il y avait des genres de galettes que tu devais, voilà. Et du coup, j'essayais ça, tu vois, j'avais le livre. C'est la première fois que je suis allée voir un psychiatre à cette époque-là. Pour ça. Je pense sur la suggestion de ma mère, évidemment. Hein, j'aurais pas cherché ça toute seule. Je suis tombée sur un gars dans un cabinet dans un quartier super riche, près des champs et tout. Le genre d'endroit où tu te sens assez vite mal à l'aise. Surtout, t'es une meuf de 20 ans, t'arrives devant un gars de 60 piges qui t'écoute à peine, tu vois. Mais il était pas il était pas mauvais à 100%, évidemment, mais ça me convenait pas. Et lui, il a commencé à essayer de me faire changer un peu. Je me rappelle qu'il me faisait faire un exercice. Il m'avait dit, la prochaine fois, venez au rendez-vous avec un genre de truc, un type d'aliment que vous aimez manger. Genre, j'étais venue avec un paquet de gâteaux. Et il m'avait fait jeter le paquet à la poubelle. Ah oui, d'accord, genre je pose un acte. Voilà. Et du coup, moi, j'étais là, putain, mais déjà, c'est gaspillé, genre... si tu veux que je m'en débarrasse, on peut trouver une autre solution, tu vois. Mais et puis ça n'avait rien changé du tout, tu vois. Ça me fait penser pas du tout ça, quoi. Ouais, ça me fait penser dans un autre registre. Je crois que c'est Manu Payette qui raconte que quand il essayait d'arrêter de fumer, il était allé voir un spécialiste, je sais plus, un addictologue ou un hypnotiseur ou je sais plus quoi, qui lui dit oui, vous jetez le paquet et tout. Il dit quand il est sorti de là, la première chose qu'il voulait faire, c'était fumer en fait. Racheter un truc. Donc en gros, ça marche pas du tout. Ouais, non, c'est ça, paraît hyper simpliste, quoi, comme manière de faire. Donc bon, voilà, il y a eu ça. Et puis, en fait, après, j'ai continué ma vie, j'ai continué mes études. Et mon hyperphagie a fluctué pas mal. Mais elle est toujours restée assez présente. Que j'habite, il y a eu des périodes où je suis retournée habiter chez mes parents, après être rentrée de l'étranger, par exemple, ou des moments comme ça, où je me rappelle que parfois, quand j'étais dehors, que j'allais, je sais pas, j'avais un rendez-vous, mettons, et avant de rentrer chez moi, je passais au supermarché m'acheter des trucs. Et je les cachais, tu vois, il y avait vraiment ce truc de pas vouloir montrer que tu t'es acheté à bouffer et que tu vas le manger dans ta chambre le soir après. Et en fait, maintenant, je vois que déjà chez mes parents, le peu de choses qu'il y avait de trucs bons à manger, tu vois, et quand j'étais jeune adulte et que j'étais chez mes parents, parfois j'allais me servir dans le placard le soir, tu vois. Et au bout d'un moment, je me rappelle que ma mère, elle avait collé un post-it sur l'intérieur de la porte du placard avec écrit « Vu ». What? Mon Dieu. Horrible, tu vois, horrible. Donc voilà, il y avait ce truc de pas vouloir montrer que... Ouais, donc du coup, t'avais honte limite. Ah, j'avais honte, bien sûr, ouais. Et puis... La peur du jugement aussi de la mère. C'est ça. Et puis voilà, du coup, j'ai continué à grossir, et à des vitesses différentes, on va dire. Voilà. En 2000,
16 ou 17, j'ai commencé à être mal vraiment psychologiquement. Bon, je pense que je l'étais déjà avant, mais moins. Je m'en rendais pas compte. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Et c'est là que j'ai commencé à aller chez la psy. C'est là qu'elle m'a parlé d'hyperphagie et qu'on a essayé de un peu trouver une solution. Elle me disait, par exemple, vous faites une trousse un peu de secours. Ouais. Vous essayez de pas avoir des trucs à bouffer chez vous, mais vous avez ce truc. Et pour les fois où vraiment vous sentez que vous en avez besoin, que ça va pas du tout, vous piochez dans ce truc, mais ça reste un peu un truc de petite taille, quoi. Enfin, c'est pas démesuré, en fait. Ouais. Et quand le truc est fini, c'est fini, il y en a plus, quoi. Donc bon, ça a plus ou moins marché, mais au fil du temps, quand même, mon hyperphagie s'est un peu éteinte toute seule parce que j'ai eu un suivi psychologique qui m'a aidé pour d'autres choses, qui m'a aidé à comprendre ce qui n'allait pas, les traumas, etc. Ouais. Et du coup, bah voilà, ça s'est réglé tout seul, quoi, on va dire. Ok, d'accord. Donc voilà, mais entre-temps, ça c'était quand j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 33. Entre-temps, j'ai pris le double de mon poids, en fait. Ouais. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, plus d'hyperphagie, mais t'as continué à prendre du poids pour le coup. Pour autant, ouais, quand même. Mais disons qu'il y a eu des périodes où mon poids a augmenté très rapidement parce que j'étais en période d'hyperphagie. D'accord. Et là, mon poids est stable, tu vois. Ça fluctue comme... Ouais, en fait, tout le monde, en fait. Tu disais que t'as arrêté l'hyperphagie en 2017, à peu près, quand t'as commencé à voir... J'ai commencé à réfléchir à ce truc à ce moment-là, mais ça a pris encore quelques années de plus pour que ça se calme. Et donc, depuis, ton poids s'est stabilisé, en gros, depuis oui, c'est ça. Je pense qu'il est quand même toujours en augmentation. Je me pèse jamais, parce que... D'accord. Finalement, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, c'est pas hyper bon pour ni le moral, c'est clair, ni la paix intérieure, quoi. Donc, et pour la dysmorphophobie non plus, c'est pas bon. Enfin bref, donc ça sert à rien pour moi, donc je me pèse pas. Ouais. Donc je sais pas te dire, mais moi je vois en fait, je mesure un peu l'évolution de mon poids avec mes vêtements. Ouais. Tu vois, je vois quand s'il faut que je m'achète une taille ou quoi. En plus, voilà. Et donc ça m'est pas arrivé depuis un moment. Tu vois, par exemple. Ouais, donc en fait, oui, ça va, quoi. Enfin, t'es stable. Oui, c'est ça, c'est stable. D'accord. Ouais. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau aujourd'hui par rapport à avant ? Enfin, déjà, comment tu te sentais avant ? Même si j'ai déjà un peu la réponse. Je me sentais mal. Voilà. Ouais. Voilà, comme je disais, quand j'étais ado, j'étais persuadée d'être grosse alors que je l'étais pas. Donc, je me comparais aux autres beaucoup, etc. Ensuite, t'arrives... je suis arrivée à la fac, donc tu rencontres des nouvelles personnes et tout. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir avec des mecs, à avoir, tu vois, des petites histoires et tout. Et du coup, ça met une autre perspective. Tu dis, mais est-ce que je vais plaire ? Oh là là, je suis en train de grossir, mais ça va pas du tout. Il faut être mince pour plaire aux gars. Parce que, évidemment, plaire aux gars, c'est une fin en soi. À l'époque, dans nos têtes, tu vois. C'est clair, putain. Donc, voilà. Ça a été compliqué longtemps. C'est aussi très déprimant de voir que tu dois te racheter des vêtements et que ta taille augmente et qu'au bout d'un moment, justement, comme on disait, t'es plus dans les tailles standards. Ouais. Et donc, tu passes aux grandes tailles. Les grandes tailles, c'est très souvent une horreur visuelle. Il y a des trucs, évidemment, que... Maintenant, en ligne, il y a des efforts de fait, je trouve. Mais c'est vrai que dans les magasins physiques, je saurais pas te dire, mais je tombe parfois sur des trucs... Puis moi, j'aime bien l'oversize, tu vois. Donc, parfois, j'achète des trucs 1-2 tailles au-dessus de moi. Et donc, forcément, ça tombe dans la grande taille. Ouais. Parce que là, actuellement, je dois faire du 44, tu vois. Donc, si tu prends du 46-48, tout de suite, tu tombes un peu... voilà. Et je trouve des trucs sympas, quoi. Mais pas partout, on va dire. Ouais, en fait, c'est-à-dire que quand tu as l'option d'aller dans les grandes tailles pour avoir du choix en plus, oui, tu peux trouver des choses, mais quand tu as que les grandes tailles pour... Voilà, quand il te faut, par exemple, un pantalon, tu vois, ou un jean,
c'est dur. Déjà, les jeans, c'est compliqué de trouver un truc qui soit à la fois confortable et qui tombe bien et machin et tout. Mais déjà, ça, je pense que même quand on est mince, c'est le cas. Hein, parce oui, bien sûr. Même quand je faisais une taille 40, c'était un problème, les jeans. Oui, non, que ce soit, du coup, ça baille au-dessus des fesses parce que du coup, t'as un popotin. Putain, j'ai découvert le monde, les vraies tailles, on va dire, aux États-Unis, quoi. Parce que pour le coup, ils font des coupes adaptées à toutes les morphos. Et là, j'étais refaite, quoi. Je peux enfin porter du Levi's. Ouais. Mais ouais. Oui, bah voilà, quand... Donc oui, effectivement, si t'es une grande taille, j'imagine que les jeans, c'est d'autant plus oui, relou, quoi. Mais tout est relou. Tous les vêtements sont relous, parce que quand t'arrives dans le rayon, déjà, c'est minuscule. Okay. Oui, très souvent, t'es relégué, tu vois, dans un coin du magasin, parce que c'est une collection à part. Ok, ouais. Et du coup, tu vois, t'es entré dans le magasin, t'es passé dans tous les rayons où il y a beaucoup de choix, des tailles standards, t'as vu plein de trucs qui te plaisaient. Tu vas au fond du magasin dans ton coin, t'arrives, c'est pas du tout la même chose. Ouais. C'est des trucs très souvent mal coupés qui sont faits pour te cacher, tu vois. Ouais, des toiles de parachute. Voilà. Des trucs qui font vieux, qui font pas modernes. Ouais. Quand il y en a très peu. C'est très vite déprimant, tu vois. Ouais. Et encore plus, comme je disais, quand tu veux un truc spécifique, genre il me faut un t-shirt noir, il me faut un pantalon, t'es pas du tout sûr de trouver, tu vois. Okay, ouais. Alors que quand tu fais une taille standard, tu peux aller dans n'importe quel magasin, tu vas finir par trouver ton truc, tu vois. Donc voilà, il y a quelques magasins où ils font des grandes tailles, mais je trouve que depuis quelques années, il y en a de moins en moins. Avant, chez H&M, il y en avait. Maintenant, je sais même plus s'ils les font encore en ligne. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un H&M que je ne saurais pas te dire. Moi, pareil, forcément. Mais c'est vraiment galère. C'est, comme je disais, déprimant. Sur Internet, il y a des trucs... Mais bon, on sait tout ce que c'est d'acheter sur Internet. Ça prend du temps. T'es pas sûr que ça taille. Il faut le renvoyer, machin et tout. C'est pas du tout aussi léger et facile que d'aller dans un magasin. Et en plus, il y a le truc aussi, l'aspect social où quand t'as des amis, moi, la très grande majorité de mes amis sont minces. Et il y a souvent, je leur ai dit, en fait, tu vois, là, on est dans les magasins, mais moi, je peux pas trouver des trucs. Là, pas en reproche, tu vois, mais genre, on est là que pour toi, finalement. Donc, ils étaient là, ouais, putain, j'avais jamais pensé à ça. Bah oui, forcément, t'es pas à ma place, tu vois. Bien sûr. Donc, ça, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a un autre facteur discriminant, je trouve, au niveau des vêtements, c'est que souvent, les vêtements grande taille sont plus chers. Alors après, ça s'explique facilement dans le fait que oui, on utilise plus de matériaux, etc. Mais bon, oui, bien sûr. C'est un prétexte parce que dans ces cas-là, la taille 36 devrait être moins chère que la taille 40, que la taille 42 et ainsi de suite, quoi. Exactement. Ouais. En tout cas, moi, c'est pas toujours facile de comparer parce que c'est pas les mêmes vêtements, tu vois, c'est pas les mêmes modèles. Donc moi, j'y pense pas forcément à aller regarder les prix parce que ça rajoute une couche de déprimant sur tout ça. À regarder les prix des vêtements standards. Mais oui, il y a c'est compliqué aussi financièrement, tu vois, faut bien choisir ses trucs, quoi. Et c'est pas tous les vêtements ou tous les types de vêtements qui sont plus chers, mais c'est vrai. Et ça rend encore le truc, ça ostracise encore plus, tu vois. T'es là, non, mais vous, vraiment, restez dans votre coin du magasin, là-bas, sale gros moche que vous êtes. Vous méritez pas d'avoir des beaux vêtements et d'être stylé comme les autres, parce que vous êtes gros, en fait. Donc, on veut pas vous voir. Et puis, cette idée de... ça coûte plus cher de faire des vêtements plus grands, comme tu le disais, ça veut dire que dans les tailles standards aussi, il devrait y avoir des différences. Et puis surtout, n'allez pas nous faire croire que les entreprises de vêtements, vu comment ça leur rapporte, que ça leur coûte vraiment plus cher de faire des vêtements avec plus de tissu. Surtout... il y a vraiment... Non, je pense qu'il y a une volonté de nuire. Ah, mais oui, en plus... Entre guillemets, tu vois, mais en tout cas, ouais, je sais pas, faire honte à la personne et lui dire, change quelque chose et tu paieras moins cher, quoi. Ouais, c'est ça, tu paieras moins cher et t'auras le droit d'aller faire du shopping dans les rayons, les plus grands rayons avec tout le monde et t'auras des vêtements stylés. Mais,
c'est pas ça la vie en fait. Ouais. Après, je pense que bon, ça c'est applicable particulièrement en France, dans notre réalité en tout cas, après dans d'autres pays certainement, en Europe. Mais sur ça, les États-Unis, bon, est-ce que c'est parce que ils ont peut-être une plus grande population, donc une plus grande population d'obèses aussi. Mais je trouve qu'en termes de vêtements, pour le coup, tu peux vraiment bien t'habiller là-bas, même en étant gros, quoi. Il y a une nana que je suis sur Insta, je sais plus, non, c'était pas toi, mais c'était une autre amie qui m'avait conseillé ça à un moment. Elle m'avait dit, essaye de suivre, parce que sur Insta, on sait que c'est déprimant, hein, de voir des nanas super bien foutues, fit, etc. Elle m'avait dit, essaye de suivre des gens qui te ressemblent, voir des nanas plus grosses que toi, en fait. Ce que j'ai fait. Et ça m'a grave guéri, entre guillemets, sur mon rapport à moi-même, à mon image en tout cas, de voir une fille qui est clairement beaucoup plus grosse que moi, qui doit faire, je sais pas, peut-être 5 tailles au-dessus de moi, mais qui s'habille super bien, et en plus elle donne plein de conseils, et du coup t'es là, ah ouais, putain, mais ça fait archi bien, donc du coup, moi aussi je peux faire ce truc-là, etc. Même si moi j'ai jamais trop eu de problème pour m'habiller, parce que j'ai un bon style. mais ouais, je trouve ça intéressant. Alors du coup, elle met toujours les liens sur les sites où tu peux acheter, etc. Mais du coup, si t'es en France et que tu veux t'habiller comme elle, tu dois payer donc déjà un certain prix, parce qu'elle met pas des trucs de merde, même si elle essaie de proposer des trucs accessibles, et tu dois rajouter à ça la douane, les frais d'envoi, etc. quoi. Donc dans tous les cas, ça te revient cher de t'habiller. C'est ça. Et puis n'en parlons pas si tu dois renvoyer les trucs en plus. Là tu pars du principe que c'est mort. C'est ça. Donc c'est assez compliqué, ça c'est vrai. Et n'en parlons même pas de si tu veux essayer d'acheter dans une marque qui est un peu pas trop mauvaise pour l'environnement, qui fait des trucs bien, en grande taille, ça rend le truc encore plus compliqué. Oui, parce que effectivement, je pense que sur les marques comme Shein ou Temu, etc., là, tu peux t'habiller sans problème. Ah oui, c'est juste que c'est une catastrophe écologique. Il y a des grandes tailles parce que eux, ils ont compris qu'il y avait des clientes pour ça, alors que les grandes marques de vêtements, de magasins de vêtements qu'on connaît, qui ont des magasins là où on habite, nous, y en a plein qui font pas de grande taille. Et ils veulent pas être associés à ça. Ils veulent pas être associés à ça, je sais pas, alors que d'un point de vue capitaliste, ça serait une bonne idée pour eux, tu vois, bien sûr, parce qu'il y aurait des clients, ça c'est sûr. Du coup, est-ce que toi, t'es bien dans ta peau malgré toutes ces questions-là? Oui. C'est pas, évidemment... c'est pas linéaire, hein, comme pour tout le monde, j'en suis bien consciente. Aujourd'hui, oui, ça va beaucoup mieux. Je me suis rendu compte que je plaisais toujours et j'ai jamais arrêté de plaire, quel que soit mon poids. Je me suis aussi rendu compte que plaire aux autres, c'était pas une fin en soi, et que le plus important, c'était soi-même avant tout. Bien sûr. Ça peut être un peu... parfois, c'est dur, tu vois, quand si je prends du poids et que j'arrive à la taille suivante, même si, comme je disais, c'est lent et c'est assez stable, mon poids maintenant, ça peut être dur, tu vois, psychologiquement, de dire, putain, allez, encore... quand est-ce que ça va s'arrêter, ou où est-ce que jusqu'où je vais aller, mais ça, c'est ma tête qui part trop loin, tu vois. Dans la réalité, c'est pas si extrême. Donc la plupart du temps, oui, ça va bien. J'ai apprivoisé mon corps. J'ai eu une période de ma vie où je me regardais pas dans le miroir, où notamment en sortant de la douche, j'y pensais même plus à la fin, mais j'avais mis en place toute une manière de me tourner pour pas me voir. Et puis finalement, avec le temps, voilà, c'est passé. Et puis c'est aussi le fait de prendre de l'âge qu'on comprend que voilà, le corps change, tous les corps changent, quelle que soit leur taille. C'est clair. Et c'est comme ça, et c'est tout. Enfin, c'est pas grave en fait, quoi. Et même la beauté, bon, c'est subjectif, ça on le sait, mais c'est pas non plus une fin en soi. Et surtout, on peut trouver du beau dans tout. Donc, bien sûr. Donc aujourd'hui, oui, ça va quand même beaucoup mieux. Ouais. Bon, tant mieux. Bah oui. Tant mieux. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et est-ce que t'as l'impression que la perception de ton entourage, elle a changé? Genre, est-ce que tes proches, ils t'ont fait des remarques
tes amis, ta famille, enfin tes parents, tout ça, quoi? Non. Je crois que personne m'a jamais fait de remarques. Généralement, c'est moi qui en parle. Ouais. Pendant très longtemps, pendant que ça n'allait pas et que je voyais que mon poids augmentait au fil des années, souvent je pensais au fait que les gens que j'avais pas vus depuis un certain temps, depuis quelques mois par exemple, ils allaient se dire putain, Nasta elle a grossi, ou Nasta elle a encore grossi. Ouais. Et ça c'était vraiment une angoisse pour moi, alors que personne m'a jamais rien dit, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, l'autre jour j'ai revu des amis que j'avais pas vus depuis 10 ans et je me suis pas dit ça. Ouais. Ou alors je me le suis dit, ah oui, c'est vrai, la dernière fois qu'ils m'ont vu, j'étais plus mince. Bon, ouais. Voilà, quoi, on passe à autre chose. Oui, ça t'a traversé, mais sans que ce soit un sujet vraiment... Voilà, ça m'a pas angoissé. Et mes parents, ma mère surtout, m'a jamais fait de remarques non plus, bizarrement. Ah ouais? Bizarrement. Okay. Tant mieux, parce que je l'aurais très mal vécu, que ce soit de sa part ou de la part de mes amis, hein. Je l'aurais très mal vécu que quelqu'un me fasse la remarque, mais t'arrêtes pas de grossir, qu'est-ce qui t'arrive, meuf? C'est chaud, quoi. Non. Ça existe, hein, les gens comme ça. Hein. Ça existe, bien sûr. Et heureusement, j'en ai pas eu. Donc, j'ai pu un peu me concentrer sur moi-même, tu vois, que ça soit dans des moments durs ou des moments où ça allait. Donc, voilà, c'était plus moi qui étais anxieuse ou angoissée à l'idée que les gens remarquent, alors que... c'est pas si grave, quoi. Moi, j'ai l'impression que on me faisait des remarques plus jeune. Alors, j'arrive pas trop à me rappeler clairement, parce que je pense que les remarques, c'était surtout moi qui me les faisais. Après, si, il y a quand même quelques personnes qui ont pu me dire « Ah, t'as maigri » ou « Ah, t'as grossi », etc. Mais déjà, c'est des personnes que je fréquente plus aujourd'hui, Dieu merci. Et quand j'ai vraiment pris du poids plus tard, quoi, ces dernières années, personne m'a fait de la remarque, quoi. Et en fait, tu te rends compte que c'est même pas un sujet pour les autres, et ça ne l'est même pas dans leur regard, parce que tu le vois quand même, quand une personne elle se dit ah ouais putain, même si elle te le dit pas, t'arrives à le voir si c'est un sujet entre guillemets dans ses yeux. Bien sûr. Et en fait pas du tout, quoi. Donc je pense que les gens quand ils t'aiment vraiment, bien sûr, voilà, quoi. Moi je sais que ma mère, si quand même c'était un sujet plus jeune et tout, et en fait il y a un jour où je lui ai dit clairement, je veux plus qu'on parle de mon poids, en fait, que ce soit en bien ou en pas bien, je ne veux plus que ce soit un sujet. Et elle a respecté ça, et du coup ça va, quoi. Bon oui, tant mieux. Mais c'est vrai que ça peut être très dur, et bien sûr. Et moi aussi j'ai quand même compris avec le temps que tout le monde s'en fout, en fait. Enfin, mes amis, ma mère, écoute, elle me fait pas de remarques, donc ce qui se passe dans sa tête, ça la regarde finalement. Mais mes amis, je me suis dit, mais en fait, oui, ils s'en foutent complètement. Oui, ils ont remarqué. Ça va pas plus loin. On est amis, pas parce que on ressemble à un type particulier. Parce que quand je fais un pas en arrière et je me dis, si tes amis grossissaient, qu'est-ce que ça te ferait? Je m'en fous, en fait. J'en ai vraiment rien à faire. Ça reste les mêmes personnes, et on reste amis, quoi qu'il arrive, en fait. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le miroir, moi, j'ai jamais évité le miroir, mais je pense que le message que je m'envoyais en me regardant est différent. Enfin, aujourd'hui est différent. Dans le sens où... quand j'étais plus mince, j'allais chercher les moindres défauts, me dire ah oui, non mais ça, il faut que ça change, ça, machin. Alors qu'aujourd'hui, quand je me regarde, je dis ah putain, c'est harmonieux. Enfin, tu vois, j'ai vraiment appris à apprécier ce que je vois, tu vois. Et comme tu dis, avec l'âge, le corps change et tout, mais déjà, il change pas drastiquement, pardon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas en ce qui me concerne, quoi. Enfin, c'est pas une source d'angoisse du coup. Mais ouais, je sais que tous les jours je me regarde, parce que tous les jours je me mets de la crème, etc. Et ouais, je pense que j'ai quand même de l'affection pour mon corps, chose que j'avais pas avant, tu vois. Donc ouais, c'est important de le conscientiser aussi, et de le travailler, ouais, ça s'apprend, en fait. C'est quelque chose que on part, en fait, avec du retard un peu tous. On est dans la société, on nous dit, on est tous grossophobes, on est... bien sûr, on part déjà comme ça, et ça se travaille, en fait, de réussir à déconstruire ça,
et du coup à s'accepter. Ouais, c'est clair. Et à Surtout s'aimer. que là, je suis un peu dans le corps que j'ai toujours eu peur d'avoir, et au final, putain, je me sens trop bien. Je suis en bonne santé, tu vois, enfin, c'est beau, tout va bien, quoi. Donc bon, au final, pourquoi on se prend la tête, quoi? C'est ça. C'est pas facile tous les jours, comme tout, mais en fait, moi, j'ai beaucoup plus envie de réussir à m'accepter, parce que en fait, j'ai compris avec le temps que essayer de maigrir, déjà, c'est très compliqué. Ouais. Ça, on le sait. Surtout sur le long terme. Mais en fait, ça résoudrait pas forcément les problèmes psychologiques ou d'image de soi ou d'estime de soi. Je le sais parce que avant j'étais mince et j'avais déjà des soucis d'estime de moi, en fait. Bah ouais. Donc, je veux pas prendre le risque de me lancer dans un truc sans résultat garanti pour ensuite être mal toujours, alors que le but c'était d'être mieux. Donc, non, c'est clair, faut juste prendre soin de sa santé physique et mentale, et après, les conséquences, elles viennent par la suite, mais faut pas que ce soit une fin en soi de se dire faut absolument que je maigrisse, rentrer dans un régime. Enfin, pour l'avoir fait, ça ne marche pas, sauf si vraiment t'es détermane, voilà, mais oui, et que tu restes au régime toute ta vie, quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux jamais être tranquille. Alors après, je pense que c'est un lifestyle à adopter, en fait, que j'ai adopté, hein, et pour autant c'est pas pour autant que j'ai maigri de fou et tout, tu vois, mais moi je mange sainement, comme je te dis, je suis en très bonne santé, donc après bien sûr, ça, tu peux pas faire plus si ce n'est t'affamer et faire des heures et des heures de sport par jour. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas sain non plus, en fait. Parce que maintenant qu'on avance en âge et qu'on évolue dans la société aussi, on comprend que le fait d'être gros, ça équivaut pas au fait d'être en mauvaise santé. Non, contrairement à ce qu'on nous a toujours fait comprendre ou ce qu'on nous dit et ce que certaines personnes croient toujours. Pas mal de gens, je pense. Mais c'est juste pas vrai, en fait. Après, ça dépend encore une fois, de quel stade de grosseur, de quelle santé biologique. Tu vois, il y a des gens qui ont des comorbidités, etc., qui font que c'est plus dangereux pour eux. Et aussi leur manière de s'alimenter, parce que tu peux très bien être gros et manger sain, tu vois. Bien sûr. Donc, et tu peux être mince et manger mal et ne jamais prendre de poids. Voilà. Et tu seras pas en meilleure santé pour autant. Voilà. Donc c'est ça. C'est un truc à garder en tête aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le prétexte de la santé pour te dire oui, mais l'important c'est que tu sois en bonne santé. Sous-entendu, maigrir, ça serait bon pour toi. Parce que tu seras en meilleure santé, parce que tu serais moins grosse. Alors après, en termes de peut-être sur le long terme, les articulations, ce genre de choses, évidemment que si tu as plus de poids, t'es plus sujet aux inflammations, etc. Mais c'est pas non plus... Mais c'est pas une vérité absolue non plus. Non, tu vois, regarde, là, il y a pas longtemps, j'ai fait du cerceau aérien. Et je m'en suis très bien sortie. C'est vrai. Tu vois, alors qu'on pourrait croire que c'est pas on pourrait croire, c'est clairement physique, tu vois. Mais c'était à ma portée, clairement. Et j'ai pas plus galéré que les autres. C'est ça. Donc, si t'es déter, ton corps, tu sais l'apprivoiser, en fait. Bien sûr, bien sûr. Puis ton corps s'adapte, en fait, à ce qu'il est. Moi, évidemment que j'ai plus de poids à porter que quand je monte les escaliers, par exemple, que quelqu'un de mince. Mais mon corps s'adapte en fonction de ça, au fur et à mesure du temps, tu vois, en termes d'articulation, de muscles, de cardio. Je dis pas que c'est parfait, mais... mon corps, il se porte aussi, tu vois. Et puis, aussi, le truc, c'est que ça se saurait, en fait, si le fait d'être mince, ça voulait dire être en bonne santé, et si tous les gens minces étaient en bonne santé. Bien sûr, c'est pas si simple. Chaque personne... Il y a plein de gens minces qui font du cholestérol à outrance, bien de la sûr, tension, et qui ont mal aux articulations aussi. Et il y a des gens gros qui ont jamais mal aux articulations. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de garder en tête que chaque corps et chaque personne est unique et a ses propres spécificités et ses propres faiblesses et ses propres forces. Ce qu'on nous dit pas trop quand on va chez le médecin, quoi. Très souvent, en étant gros, quand t'as un problème, on te dit la solution c'est maigrir et on va pas chercher plus loin. Et ça, c'est grave parce que ça entraîne des problèmes et ça tue des gens. Parce qu'ils se font pas soigner parce qu'ils savaient pas qu'ils avaient un truc, parce qu'on les a pas écoutés, quoi. Ah oui, ok, je vois. Mais après, oui, je pense que faut faire peut-être la nuance entre être gros et valide et gros et invalide, entre guillemets. Dans le sens où, comme tu disais, t'as des personnes minces qui peuvent être en très mauvaise santé tout en étant minces.
Et il y a des personnes grosses qui peuvent être en très mauvaise santé tout en étant grosses, tu vois. Oui, bien sûr. Et faut faire cette nuance parce que il y a des gens qui... Enfin, tu vois, je pense à pas mal surtout des Américains qui font des vidéos où ils sont tout le temps en train de manger, blablabla. Et puis, parmi eux, t'en as plein qui sont décédés à ce jour, quoi. Parce que ils mangeaient de la malbouffe, ils bougeaient pas du tout, etc., etc. Donc, forcément, dans ce registre-là, c'est pas sain, quoi. Mais ça, je pense que c'est pour tout le monde. La sédentarité tue déjà de base. Oui, donc bien sûr. voilà. Puis il y a des comportements extrêmes chez tout type de personnes, tu vois. Là, quand tu manges trop sur une longue période et que tu manges beaucoup, que tu sois gros ou mince, ça va pas te faire du bien, tu vois. Et puis en termes de santé aussi, le fait de dire oui, mais t'es gros, donc tu vas être en mauvaise santé, ou tu devrais maigrir pour être en bonne santé, tout ça. Il y a ce truc aussi de dire, mais je dois pas la bonne santé aux autres, en fait. C'est clair. T'es là, c'est ma propre vie, ça me regarde, à moins d'avoir un gros problème et de pas se soigner, tu vois. Et ça peut être vrai pour n'importe qui. Où là, tes proches peuvent te dire, j'aimerais quand même que tu te soignes parce que j'ai pas envie de te perdre, tu vois, par exemple. Ça, c'est une chose, mais le fait d'être gros, c'est pas une maladie, en fait. C'est vrai que la santé n'incombe que soi, en fait. Hein. Ça, c'est vrai que même si les gens ils vont te dire, oui, effectivement, fais attention parce que si ça et ça, en fait, chacun est son propre... Oui. Gardien, exactement, protecteur. Au même titre qu'une personne qui est toxicomane, même si on veut l'aider, si elle ne veut pas s'aider, c'est ça. Tu pourras rien faire pour elle, quoi. Puis c'est jamais linéaire, c'est jamais une solution. Non, c'est ça, 100% simple et directe, en fait, pour résoudre ça. Donc, ça regarde chaque personne. Et c'est aussi une histoire de respect, tu vois, parce que les personnes grosses, on les respecte moins. C'est factuel, c'est un fait. Et voilà, il y a ce truc-là aussi. Tu dis c'est pas parce que cette personne est grosse que c'est une loque qui bouffe des chips toute la journée avec des miettes sur son t-shirt, tu vois, non, c'est clair. Et du coup, j'ai pas de respect pour elle. Il y a un moment, est-ce qu'on peut être des meilleurs humains aussi, tu vois, et prendre un peu de recul et se dire, en fait, chaque personne peut être intéressante et a de la valeur en tant que telle, même si elle se conforme pas à l'image qu'on a de l'humain parfait. Ce qui est une idée un peu ridicule de toute façon. Voilà. C'est clair. Et du coup, ça ressemble à quoi ton quotidien dans l'espace public ? Dans le sens, on a déjà abordé la question des vêtements, etc. Mais je sais pas, les gens, est-ce qu'ils te regardent ? Est-ce qu'ils te font des remarques ? Moi, j'ai le souvenir d'une fois où on avait discuté du mobilier urbain qui est pas adapté aux personnes grosses, en fait. Et moi, je t'avoue que j'y avais jamais réfléchi, à part pour l'avion, parce que c'est quand même un cas très spécifique et évident, on va dire. Mais je me rappelle d'une conversation où on avait discuté des chaises dans les bars qui parfois sont pas adaptées aux personnes qui ont un gros popotin. Tu vois. Donc est-ce que tu peux m'en dire plus à ce niveau-là ? C'est vrai que moi, en fait, avec le temps et avec mon poids qui augmentait et ma carrure qui augmentait, j'ai remarqué que je commençais à me positionner différemment ou à me mouvoir différemment dans l'espace public, et notamment les sièges. Donc il y a différents types d'endroits, mais dans le métro ou dans le train, par exemple, en fait, je suis très consciente de mon corps et je me positionne d'une manière particulière pour pas gêner. Aussi pour moi, parce que c'est pas confortable. Tu vois, si je suis... ça dépend de la taille du siège, évidemment, mais tu vois, si je suis assise droite, le dos appuyé contre le dossier, il y a mon bras qui dépasse sur le côté, tu vois. Et du coup, ça peut toucher l'autre personne. Donc, je me décale vers la fenêtre, par exemple, tu vois, et je m'appuie contre la fenêtre. Et du coup, c'est très désagréable parce que à la fin d'un trajet de 3 heures, ta colonne vertébrale, quoi. T'as des tensions, t'as des courbatures dans le dos, dans le bras. Les jambes, c'est pareil. Quand t'as des grosses cuisses, tu peux pas avoir les jambes serrées de manière permanente. C'est un effort, c'est comme un exercice physique, tu vois. Si tu essaies de serrer les jambes, tu contractes les adducteurs. C'est parce que ton gras de cuisse, quand t'es détendu, t'as les jambes un peu écartées, tu vois.
Et du coup, pour ça, c'est pareil. Il faut se positionner d'une certaine manière pour pas toucher la jambe de l'autre. Donc ça aussi, c'est désagréable. T'arrives à trouver généralement... moi, dans mon cas, si j'étais plus grosse, je sais pas comment ça se passerait, tu vois, pour les gens plus gros. Mais le fait est que c'est pas adapté, tu vois, les strapontins du métro, quand je m'assois, ça dépend. T'inquiète que même moi, avec mon petit 44, avec des guillemets, j'ai conscience aussi que le strapontin, c'est vraiment limite, quoi. C'est ça. Quand quelqu'un arrive à côté de toi pour s'asseoir, ça te racle le côté du corps, tu vois, quand il veut abaisser le strapontin. C'est très désagréable. Donc voilà, ou même les portiques, tu vois, ça dépend lesquels, parce que bon, il y a plusieurs modèles, machin et tout. J'avais pas pensé à ça, les tourniquets. Ouais, les tourniquets, la porte en fait. Ou les portes automatiques là. C'est vrai que l'espace il est pas hyper large. Mais... Non, là tu sais quand tu passes le tourniquet et qu'après tu pousses la porte derrière, là je me tourne. Ah ouais. Le tourniquet ça va, mais la porte je passe un peu de biais parce que sinon je suis pas bien, tu vois. Mais ça je le fais inconsciemment maintenant parce que je vois la taille du truc. Même moi qui habite pas à Paris, je vois, je sais quelle taille ça fait. Tu vois, dans l'espace, on va dire. C'est ça. Donc putain, je m'étais jamais posé la question de ce truc-là, mais ouais, effectivement. C'est la proprioception, le fait de avoir conscience de comment tu te meus dans l'espace. Et voilà, c'est... Eh bien, écoute, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de proprioception. Donc, qui ne veulent pas en avoir. Mais tu vois, justement pour ça, c'est clair. Je me dis que parfois ça m'est arrivé aussi de me faire plus petite pour me dire vas-y, je laisse un peu de place aux autres et tout. Mais en vrai, je vois comment certaines personnes, pour pas genrer complètement mon propos, se comportent et je me dis bah vas-y fuck en fait. Tu vois. Moi, ça m'arrive de prendre l'espace que je dois prendre et de pas me réduire parce que je me dis bah écoute, j'ai le corps que j'ai. Si ça dérange mon voisin, il a qu'à se barrer en fait. Mais exactement. C'est tout. Exactement. C'est comme quand tu marches dans la rue, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être gros ou pas. Oui, les gens qui se poussent pas. Voilà. Ça m'agace, ça aussi. Du coup, parfois, je me pousse pas non plus. C'est ça. Et on se rend compte qu'en tant que femme, on a beaucoup plus tendance à se tourner, à se pousser pour laisser passer les autres. Et les mecs, il y en a plein. Mais pas que, parce qu'il y a des femmes aussi qui me le font. Bien sûr. La rue est à moi. Enfin, tu vois, ça m'agace de ouf. Et alors après, j'essaye de parfois me détacher de ce truc, de me dire bon, écoute, toi t'es civil, les autres pas, tant pis. Et d'autres fois, bah moi aussi, je marche vraiment la tête haute, droite, et je me dis bah voilà, les gens vont se pousser. Et puis parfois, il y a le moment de gêne, tu sais, droite gauche. Ah pardon. C'est ça, bah écoute, voilà. Fallait qu'on arrive là parce que personne ne se pousse. Donc c'est ça. On va jouer à ce jeu, quoi. Bah oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce que t'as des regards? Est-ce que t'as l'impression de vivre certaines discriminations Dans la rue, non. J'ai pas l'impression d'avoir des regards. Je pense que tout le monde s'en fout. Moi, je m'en fous des gens que je croise. Enfin, voilà, à moins que ce soit quelqu'un de... dans sa propre bulle, en vrai. C'est ça. À moins de croiser quelqu'un de très, très beau, où tu vas dire, ouais, putain, mais bon... Après, tu passes à autre chose de toute façon, mais non, dans l'espace public, ou alors s'il y a des gens qui me regardent, je les vois pas. Enfin, voilà, c'est peu courant de toute façon. L'endroit, je crois, principal où on est discriminé en étant gros, c'est chez le docteur. Où là, lui ou elle voit que t'es gros et parfois il voit que ça avant de... Comme ce que je disais tout à l'heure, quoi. Quand on te donne un diagnostic, le nombre de fois où ça m'est arrivé, une fois j'avais mal au pied, je vais chez le docteur parce que je m'étais blessée en fait, je m'étais entravée sur un truc et ça m'avait pété un truc dans le pied. Ça avait décalé quelque chose et donc ça a duré un peu et donc je vais chez le docteur spécialiste du pied. Et donc il regarde et dit oui, bah d'accord, vous avez tel truc, voilà. On se rassoit à son bureau et il me dit mais bon, vous savez ce que je vais dire? J'étais là, oui, je sais ce que vous allez dire. Il dit, bah voilà, le mieux, ça serait quand même de perdre du poids parce que le poids, les articulations, machin et tout. Et moi, j'étais là, non, mais en fait, là, c'est tout de suite, mon pied, j'ai mal au pied, là. Donc, cette histoire de perdre du poids, c'est sur le long terme. N'allons même pas rentrer dans le débat de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et il me dit quand même, non, mais vous savez, il existe des chirurgies.
Ah ouais, d'accord. J'étais là, donc non, lui, il veut mais que tu te charcutes. J'étais là, non, mais moi, je veux pas faire ça. Ouais. Je veux pas faire ça. C'est pas un choix à C'est prendre quoi, à la c'est- légère, en fait, parce que c'est un truc qui est un peu irréversible. Pour avoir fait un autre épisode Oui. justement à ce propos, Ouais. ça implique plein de conséquences, en fait. C'est Oui. pas rien, quoi. Ça se prend pas à la légère, cette décision. C'est pas des cachetons, quoi, tu vois. Pas du tout. Ma mère a fait un bypass, donc j'ai donc tu sais. constaté en première ligne ce que ça fait. Elle avait un anneau gastrique avant, ils lui ont enlevé et elle a fait un bypass après. Ouais. Donc ça fait des dizaines d'années, peut-être pas, ça fait au moins 15 ans que ça dure, cette histoire de chirurgie bariatrique pour ma mère. Donc j'ai vu toutes les évolutions et tout, et moi je veux pas ça, en fait. Je veux pas, parce que c'est dur, quoi. Bah, surtout si t'es bien dans ta peau et que tu te sens pas handicapé entre guillemets par ton poids au quotidien, pourquoi faire ça, en fait, si ce n'est pour les autres, tu vois. Donc si tu le fais pas pour toi, ça ne sert à rien. C'est ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les médecins, franchement, 95% des médecins, je les déteste, mais vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment une source d'anxiété d'aller voir des médecins, sachant que, comme tu le sais, et comme je l'ai déjà dit, j'ai la maladie de Crohn, donc ça requiert un suivi. Mais vraiment, là, par exemple, mon gastro, ça fait plus d'1 an que je l'ai pas vu. Parce que, bon, déjà, ma maladie, elle est stable, il n'y a pas de souci, etc. Mais parce que je me prends tout le temps des putains de remarques. Déjà, parce que les médecins, on va le dire, sont sexistes. Beaucoup sont racistes. Donc ouais, et en plus, sont grossophobes. Donc, imagine. Tu vois, il y a une fois, je devais faire un examen chirurgical, et donc je vois l'anesthésiste la veille ou l'avant-veille, je sais plus, et il me dit du coup c'est pourquoi ce truc machin. Donc je dis voilà, suivi de la maladie de Crohn, tout ça, ok, très bien. Vous avez des comment il m'a dit, vous avez des pathologies ou un truc comme ça. Donc je lui dis la maladie de Crohn du coup. Et après du coup il note son petit truc et tout, il me fait ok, donc pas de pathologie, bon, à part le poids. J'étais là, ok, très bien. À part le poids, une pathologie, donc. À part le poids. C'est une maladie, en fait. Bien sûr. J'étais ouais, d'accord, ok. Bon, let's go. Donc la maladie de Crohn n'est pas une pathologie, mais le poids, si. Le poids, si, c'est très très grave, madame. Vous vous rendez pas compte. J'étais trop vénère. Et en fait, t'es tout le temps entre deux chaises de te dire, soit tu le remets en place et ça va te prendre un quart d'heure de plus. Soit tu prends sur toi et puis tu passes à autre chose, parce que de toute façon tu le reverras jamais, ce mec, tu vois. C'est ça. Et c'est dur, et voilà, quoi. Mais ouais, franchement, c'est très très chiant. C'est très chiant. Les médecins, tout le temps, il y a tout le temps un truc. S'ils sont rien de tout ça, ils sont condescendants. Va chercher pourquoi. Ils ont un ego de ouf. T'es là, non mais tu vois, par exemple. Mais c'est surtout, tu vois, la dernière fois, j'ai vu une gynéco, voilà, pareil, un contrôle de routine, voilà. La meuf, elle me dit, bon, là, faut faire un enfant, hein, ça y est, là, vous avez 36 ans. Et genre, elle m'embrouille, tu vois. Et je lui dis, elle me dit, vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui, ça fait combien de temps? Je te jure. Elle me dit, faut y aller maintenant, c'est plus un projet, là, c'est... Et tu sais, mais je lui dis, non, mais après, du coup, elle voit que je suis sidérée, que je suis en mode, meuf, je te réponds même plus, je débat pas avec toi, parce que de toute façon, que tu me dises ça ou quoi, j'en ai rien à foutre, en fait. Bien sûr. Parce que mon gosse, c'est pas toi qui va l'élever. Et elle me dit, bon, à part si vous en voulez pas, je fais, oui, justement, je sais pas. Juste pour la faire chier, tu vois. Et elle me dit, oui, bon, je sais que je suis chiante, hein, mais voilà, faut y aller maintenant. Et les médecins, ça fait vraiment 10 ans qu'ils me parlent comme ça. Enfin, il y avait un autre gynéco, c'était ça, à 26 ans, il me disait déjà, faut y aller. Mais ils se prennent pour qui? Mais voilà, tu vois. Genre, ça rend ouf. Tu te dis, mais... Donc moi, un jour, je vais arriver, il y a un médecin, il va prendre pour tous les médecins qui m'ont violenté. Bien sûr. Et puis voilà, ça va être tout, tu vois. Mais vraiment, c'est soit il te violente physiquement, soit il te violente psychologiquement, quoi. Mais dans tous les cas, c'est toujours une source de stress ou d'anxiété pour moi d'aller voir un médecin, quoi. Bah oui, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, quoi. J'en avais une qui était exceptionnelle et elle est plus dans le cabinet. Donc je me dis, putain, elle est où? Je la recherche en ligne et tout, je la trouve pas. Je me dis, putain, ça se trouve, elle s'est fait radier pour trop de bonté. Trop de bonté. Non, mais voilà. Donc, quand tu trouves un bon médecin, faut s'y accrocher comme une huître à son rocher, quoi. Parce que vraiment, c'est... Mais bon, voilà. C'est dur.
Du coup, pour revenir au sujet de base, oui. Comment dire, est-ce que toi, t'es en bonne santé sur le plan biologique? Je veux dire, est-ce que t'as pas de problème de diabète, de cholestérol, tout ça? Non, je fais mes check-up annuels, prise de sang, machin, et bah, il y a rien, tout va bien. Ouais. Il y a pas de souci, cool. donc c'est super. Très bien. Et les efforts physiques, tu les appréhendes comment? Je veux dire, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que c'est une source d'angoisse pour toi? Enfin, voilà, tu te situes où sur ce spectre? Ben, en ce moment, je fais pas de sport. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ouais. J'en ai fait à différentes périodes de ma vie et j'ai apprécié. Ouais. Que ça soit un cours, quand j'étais jeune, je faisais de la danse, mais même plus tard, j'allais à la salle de sport régulièrement. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Ouais. Et j'aimais ça. Après, j'ai déménagé, je sais pas, la flemme est arrivée. Mais c'est pas un truc qui me fait peur. Tu vois, je sais que je peux trouver le plaisir et la sérotonine là-dedans. Ouais. Je sais aussi qu'il faut que je m'écoute et que je trouve ce qui me convient. Ça, c'est le cas pour tout le monde, hein, que tu sois gros ou pas, bien sûr, mais bah, le poids, c'est quand même un truc à prendre en compte quand tu fais des exercices. Voilà, je sais qu'il existe, j'ai déjà vu sur Instagram des personnes qui, notamment, font des exercices pour quand t'as du ventre. Ils t'expliquent comment placer ton ventre ou comment placer tes jambes. Intéressant. Ce qui est vrai, ce qui est vraiment bien, ou même des exercices pour les gens qui ont une mobilité réduite, qui soient gros ou pas, tu vois, qui soient malades. Il y a un gars etc. que je suis qui est génial pour ça, qui fait des exercices sur chaise, par exemple, tu vois, ou au bord du lit pour les gens qui sont très sédentaires, les personnes âgées, tu vois, ou qui ont une mobilité réduite pour X ou Y raison, et je trouve ça hyper intéressant. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, bah, pour ce qui est de moi, comment j'appréhende l'effort dans la vie, bah, en fait, ça dépend des moments aussi de la vie, voilà. Moi, j'habite pas à Paris, donc j'ai pas à prendre le métro tout le temps, et on sait que le métro, c'est pas hyper accessible, hein, au niveau escalier. Bon, les sièges, on en a déjà parlé, mais voilà, c'est quand même tout un truc. Et en fait, moi, je remarque que je suis essoufflée au bout de, genre, disons, le 3e escalier. Ok. Donc, 3e, oui, escalier, pas 3e marche. Suite. Non. Oui. Non, mais je crois que ça, c'est un peu tout le monde. Oui, c'est ça. Et du coup, bon, je remarque que je mets plus de temps à faire redescendre mon souffle et mon pouls qu'avant, tu vois, que quand j'étais plus mince. Mais je m'adapte, en fait, parce que bah voilà, je le vis comme ça. Et en fait, je sais que par exemple, je fais de la tachycardie, et ça, c'est depuis toujours. En fait, quand j'avais 16 ans, je suis allée chez le cardiologue parce qu'il y avait ce truc. Donc, comme je disais, à 16 ans, j'étais mince. Évidemment, qui m'avait dit oui, il faudrait perdre 5 kilos. Non, mais le médecin, je t'ai dit, faudrait disparaître, s'il vous plaît. C'est ça, voilà, c'est ça. Mourrez. Comme si ça allait changer quoi que ce soit, tu vois, de perdre 5 kilos. Alors que, voilà, j'ai pesé 68 kilos pour 1m73 pendant très très longtemps. Et c'était mon poids très stable, tu vois, enfin, ton poids de forme. De forme, voilà. Et du coup, bon, je faisais déjà de la tachycardie. Et puis aujourd'hui, j'ai 33 ans, bah, j'ai toujours vécu avec, tu vois, donc j'ai mon petit suivi. Faut que j'y retourne bientôt, tu vois, mais je sens que j'ai ça. Mais bah, c'est une particularité, et comme chacun a ses particularités, tu vois. Donc j'ai envie, en fait, d'appréhender ça. Et si j'ai des douleurs qui se présentent ou des difficultés, je sais pas, physiques qui se présentent, eh ben, j'essaie de rester centrée sur moi-même, dans le sens, bah, c'est pour moi que je vais le faire. Je vais pas essayer de me comparer et partir trop loin en mode c'est parce que t'es grosse, c'est parce que tu vieillis ou quoi. Bon, en fait, ça change rien. Le fait est que si t'as un besoin, une difficulté à un moment précis, bah, tu peux travailler là-dessus et essayer de la régler pour toi et pour ta propre vie et ton bien-être, en fait. Sans se culpabiliser ou que ça prenne des proportions en mode il faut absolument que je perde 50 kilos
pour plus avoir ça, tu vois. Bon, c'est pas... Ouais, bien sûr. En plus, pour moi, l'activité physique, ça s'inscrit pas forcément dans la perte de poids, ça s'inscrit juste dans le bien-être, dans la bonne santé, etc. Et comme tu dis, il faut trouver le truc qui nous stimule, parce qu'en fait, souvent, quand on veut perdre du poids, notamment, on va se dire, faut que j'aille à la salle, faut que je fasse de la course à pied, faut que nanana. Alors qu'en fait, putain, c'est tellement... Enfin, il y a des gens qui adorent ça, mais moi, ça me... Autant... C'est par phase, tu vois, tout ce qui est musculation, course à pied et tout, c'est par phase. Il y a des phases où je vais être à fond, et puis un jour, je vais lâcher, et après, je mets hyper longtemps à y revenir. Alors que, par exemple, faire de la danse, tu vois, j'adore ça. Donc, tu vois, parfois, juste dans mon salon, je mets du son. Allez, vas-y, tu te fais une séance de danse. Et en fait, c'est hyper cardio, etc. Bien sûr. Comme je te disais, le cerceau aérien, c'est ludique, c'est physique de ouf. Enfin, voilà, donc tu peux trouver plein d'activités qui n'ont pas forcément l'air super physique au départ, mais qui en fait... moi, la marche, par exemple, tous les jours, je vais marcher, tu vois, parce que je me dis, sinon, je suis sédentaire, je suis là. Moi, j'ai besoin juste même de m'aérer le cerveau, en fait. Bien Donc, sûr. je me dis, vas-y, je vais marcher et tout. Et oui, parce que j'ai pas besoin de prendre le métro tous les jours, je précise. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, bah oui, tout le monde marche tous les jours, mais moi, j'ai pas besoin de sortir de chez moi, entre guillemets. Et donc, je le fais consciemment, parce que je me dis, non, il faut le faire, quoi. Et j'en ai besoin, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà... Puis enfin, il y a pléthore d'activités. Bien sûr, en fait, il faut pas oublier que pour que ça soit bon pour soi, pas que physiquement, il faut que ça nous stimule aussi intellectuellement. Exactement. Et que ça nous plaise et qu'on ait envie d'y aller. Donc ça peut prendre n'importe quelle forme. Mais il y a des gens, voilà, comme tu dis, toi, la course à pied ou quoi, ça te saoule. Bon, voilà, moi aussi ça me saoule, mais il y a plein de choses en fait qui peuvent nous plaire dans le sport. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça intimidant de faire du sport ou de se lancer là-dedans, mais en fait il y a plein de choses qui existent et c'est possible d'aller à son rythme, de s'accorder du temps et de s'écouter tout en kiffant le moment, quoi. Vraiment, en faisant du sport. La natation, par exemple, j'adore, tu vois. Ouais. Alors après, aller me mettre dans une piscine piscine municipale, etc. Pour moi, c'est l'angoisse, donc je le fais jamais en ville. Mais dès que je suis en vacances, je vais toujours faire en sorte ou d'être à la mer ou d'être à la piscine pour pouvoir nager, etc. Et tu le vois tout de suite, le dos, t'as tout de suite moins mal au dos. Enfin voilà, et pourtant, t'as l'impression juste de t'amuser. Tu passes un bon moment. C'est ça. Donc voilà, il y a vraiment... moyen de faire des choses de son corps. Tout à fait. Et d'aller vers la bonne santé, qu'on soit mince, gros ou pas, en fait. C'est ça. Tout à l'heure, on a vite fait évoqué la dysmorphophobie. Est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement ce que c'est ? La dysmorphophobie, c'est le fait de ne pas se voir, d'avoir une image distordu de ce qu'on est vraiment. Bon, c'est pas très clair comme ça, mais tu te regardes dans la glace, tu te vois plus grosse que tu es, ou tu te vois plus mince que tu es, et ça peut prendre différentes formes. C'est pas qu'une histoire de poids aussi, hein. Il y a des gens qui vont voir qu'ils ont un grand nez alors que pas du tout, ou qui sont focalisés sur un truc, des gens qui ça peut aller jusqu'à la chirurgie esthétique. C'est aussi de la dysmorphophobie. Oui, ou la bigorexie, ça rentre dedans aussi. Je connais pas ça. C'est les mecs qui sont très très musclés et qui se voient moins musclés qu'ils ne le sont. Tu vois, et qui du coup se butent à la salle et tout ça pour être toujours plus musclés, et en fait alors qu'ils sont à leur max, en fait. Ils sont déjà mieux. Mais je connaissais l'orthorexie. Qui est le fait de être obsédé par le fait de bien manger et de manger sainement. D'accord. Et ça tombe dans le côté pathologique, parce que c'est trop. Genre si je mange un bonbon, mon Dieu, c'est. Voilà, et du coup t'es obsédé par je sais pas, les crudités, les trucs pour que tout soit sain, quoi. D'accord. Donc c'est un peu le pendant de être fit et bien manger et tout. Il y a aussi ce truc, ça existe, quoi. Ok, ouais. D'accord. Mais la dysmorpho, moi, clairement, je pense que j'en ai souffert aussi très longtemps. Enfin,
Enfin, c'est trop bizarre parce que je pense que je me voyais plus grosse que je l'étais, mais en même temps, je me voyais plus mince que je l'étais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est très, très, très difficile à expliquer. Je me trouvais grosse, mais dans mon inconscient, je me disais, je suis pas comme ça. Tu vois? Oui. Okay. Et en même temps, enfin, ouais, c'est trop, c'est vraiment particulier, quoi. Genre, même aujourd'hui, je me dis, en fait, j'arrive pas à me voir exactement comme je suis, je pense, tu vois. Ouais. Soit je me vois légèrement plus grosse, soit je me vois légèrement plus mince, tu vois. Et ça fluctue. Ça fluctue en fonction de comment je suis habillée, de comment je me sens. Alors après, parfois, j'aime bien, comment dire, taquiner mon mec là-dessus. Genre, on marche dans la rue et parfois, je vois des meufs qui sont clairement plus grosses que moi. Je suis comme elle, du coup. Et il me fait, mais t'es sérieuse et tout. Et du coup, je suis morte de rire. Mais c'est con, hein. Alors que, enfin, au début, c'était premier degré, tu vois. J'ai 3-4 fois où je lui ai dit, ouais, du coup, est-ce que moi, je suis à peu près comme cette personne? Tu vois, pour essayer de voir un peu. Je vois. Et souvent, c'était non. C'était, bah non, soit t'es pas du tout de la même morpho, soit, bah non, t'es plus mince. Ah ouais, et tout. Et alors, du coup, vu que maintenant, j'ai pris conscience de ça, parfois, je suis dans l'extrait. Dans l'extrait. T'es sérieuse et tout? Non, je rigole. Ou des gens qui te ressemblent pas du tout. Voilà, c'est ça. Je suis comme ça. C'est ça, exactement. Non. Et ouais, après, lui, limite, ça l'inquiète. Il me fait, mais vraiment, tu te vois comme ça? Je dis, mais non, je rigole, je sais pas. Mais ouais. Du coup, selon toi, comment on fait pour s'accepter quand on se sent différent de la norme, ou en tout cas quand on rentre pas dans les dictates de la société, quoi? Eh ben, moi, il y a un truc qui a vraiment changé les choses pour moi, qui m'a vraiment aidée. C'est, comme ce que tu disais tout à l'heure, le fait de trouver des gens, notamment sur Instagram, sur les réseaux, qui te ressemblent, ou qui ont aussi un physique qui rentre pas dans la norme. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à suivre plein de comptes de meufs en l'occurrence, qui sont grosses, qui s'habillent bien ou qui sont pas du tout focalisées sur le style, mais qui parlent aussi de grosseur. Il y a des comptes comme Corps Cool ou Fat Ethnographie qui parlent de grosseur, un peu qui ont des réflexions là-dessus. Il y a un site qui existe, il y a plusieurs sites même qui existent, qui parlent qui rassemblent sur une carte, par exemple, les médecins ou les professionnels de santé non grossophobes, safe, quoi. Mais c'est génial, ça. Ça existe aussi pour... Tu m'envoies le lien. Oui. Ça existe aussi pour les personnes safe, pour les gens queer. Ok, ouais. Y a aussi un site, mais ça c'est que pour la Belgique. Je me rappelle, j'avais participé au... Go prendre le train pour aller en Belgique. J'avais participé au crowdfunding du site où c'est... ça s'appelle Fat Friendly. Et c'est un site qui... comment on dit ? Qui fait la liste, quoi. Qui recense, voilà. Les lieux... et est-ce qu'ils sont accessibles pour les personnes grosses? Donc ça peut être les sièges d'un restaurant, tu vois, je sais pas, ou d'un théâtre ou d'un cinéma. C'est pas que les sièges, tu vois, mais il y a des trucs en mode est-ce que c'est accessible, quoi. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui, tu vois, te donnent un peu espoir et te donnent confiance même et te disent bon, bah, ça peut t'encourager à sortir ou à enfin aller chez le médecin que tu repousses depuis longtemps. Tu vois, ce genre de choses. Ça plus le style, je trouve que vraiment, les comptes qui parlent de style, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui aide, je trouve. Ça fait du bien, en fait, parce que tu te sens vu, tu te dis, mais en fait, je suis pas un laidron qui ressemble à rien. Et que t'es pas toute seule, surtout, quoi. C'est ça. Tu dis, il y a des gens, bon, ben voilà, ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a des gens qui vivent la même chose que toi, qui savent de quoi tu parles quand tu dis, bah, dans le métro, je suis mal à l'aise, ou tu vois, ce genre de choses. Vraiment, je trouve que ça aide beaucoup. Et en dehors de ça, après, pour s'accepter et pour vraiment réussir à être bien dans son corps, de toute façon, il n'y a pas
un moment où tu dis, ça y est, je suis bien dans mon corps, et c'est pour toujours, tu vois. Ouais. Non, c'est clair, c'est très fluctuant. Hein. Ça change beaucoup au cours de la vie. Il se passe plein de choses, que ça soit par rapport à ton corps ou pas. Donc, je pense qu'il faut réussir à dépasser la culpabilité qu'on ressent de n'être pas conforme ou d'être grosse. Un peu se lâcher du lest, tu vois. Ouais. C'est dur, hein. De toute façon, dès qu'on a une forme de différence dans une société normée, normative, c'est un sujet, hein, clairement, hein, que tu sois queer, noir, arabe, gros, handicapé, et ainsi de suite. Bah forcément, c'est un obstacle entre guillemets, ou en tout cas c'est quelque chose avec lequel tu dois composer au quotidien dans une société européenne, blanche, etc. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est intéressant. Après, c'est marrant, mais le sujet des chaises dans les restos, c'est un sujet même pour mon mec et moi, alors que on n'est pas obèse ou quoi que ce soit, mais parce que lui il a des problèmes de dos parce qu'il est très grand. Moi je suis assez grande, je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais je supporte pas d'être mal assise en fait. Et donc souvent on regarde les chaises, on est là, ça va pas l'air confortable, ça va sur ailleurs. Après c'est peut-être l'âge aussi, tu vois, parce que toute ma vingtaine c'était pas un sujet du tout, tu vois. Et maintenant que j'ai la trentaine, proche fin de trentaine, je peux te dire que tu regardes avant de t'asseoir dans certains endroits, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est à la fois le fait que ton corps a besoin de plus de confort qu'avant, et aussi avant peut-être juste y pensais pas, et en te levant tu disais putain en fait j'étais mal assise, maintenant t'as plus envie de ça, tu te dis non mais en fait j'ai envie d'être bien quoi qu'il arrive, quoi. C'est vrai. On devient comment on dit, exigeant. C'est ça. Alors très rapidement, parce que je vois que ça fait déjà 1h15 qu'on parle, est-ce qu'on peut parler rapidement du poids émotionnel? Et après de l'intimité, dans le sens est-ce que tu vis des relations ou une sexualité épanouie, et est-ce que pour toi tu penses que le dating est plus compliqué quand on est une personne grosse, quoi? Tout un sujet. Bon, déjà le poids émotionnel, je trouve que ça c'est un truc un peu j'allais dire prédécoupé, qu'on nous donne, genre tout fait, qu'on nous dit toi ce que tu portes là sur ton corps, c'est ton poids émotionnel, et quand tu iras mieux psychologiquement tu vas le perdre, ce poids. Ce qui est totalement faux, parce que moi j'allais pas bien et maintenant je vais super bien, et je suis plus grosse qu'avant, donc... C'est ça j'ai l'impression, enfin au début je le croyais comme beaucoup de gens, tu vois, et avec le temps, avec la psychothérapie et l'âge et mon corps qui change et qui grossit, bon, j'ai compris que c'était de la merde. C'est un truc un peu mystique, tu vois, j'ai l'impression. Enfin, moi, je le vis comme ça. Ce truc, oui, c'est le poids émotionnel de tous les traumas que tu n'as pas résolus, ou qui sont bloqués dans ton corps. Ce qui peut, en soi, être vrai, mais pas... Mais pas dans l'ampleur. Voilà, c'est peut-être plus... un facteur, une conséquence d'un stress à l'extrême, ou de l'anxiété à l'extrême, etc. Et qu'on vulgarise en disant du poids émotionnel, mais c'est peut-être quelque chose de chimique, en fait, qui se passe vraiment dans le corps, hormonal, ou voilà. C'est ça. Mais bon... Oui, pour moi, il y a... En fait, c'est beaucoup plus général. Il y a beaucoup plus de critères qui entrent en compte que ce qu'on croit quand on dit poids émotionnel, ou qu'on nous dit poids émotionnel. Et puis, parfois, en fait, le true self, le véritable soi, n'est pas ce qu'on pense qu'on devrait être. Enfin, je dis ça dans le sens, par exemple, je pense à... J'ai une image très précise, Fiona dans Shrek, tu vois. Oui. Quand sa vraie beauté se révèle, on pense qu'elle va rester comme elle était au départ, et en fait, non, elle devient une ogresse. Oui. Et elle est archi stylée, tu vois. Bien, ouais. Puis bon, le poids émotionnel, en fait, même si c'est vrai, c'est pas un truc où il faut se dire il faut à tout prix que je me débarrasse de ce poids, parce qu'on imagine un poids aussi psychologique qui va avec ce poids émotionnel, mais en fait
si ça va pas, allez faire des thérapies, je vous encourage. Et ensuite, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, je me suis décentrée de mon corps et de mon poids, et c'est passé en arrière-plan. Et c'est aussi comme ça que j'ai réussi à m'accepter. C'est parce que j'ai traité, c'est un truc qui dure des années, mais j'ai traité les trucs qui me dérangeaient psychologiquement, qui allaient pas. Et du coup, après, j'ai oublié même ce concept de poids émotionnel, tu vois. C'est plus une question, en fait, pour moi. Ouais. Tant mieux. Et du coup, sur le plan, donc je disais que l'intimité, les relations, tout ça. Eh ben, au cours de ma vie, même avec mon corps qui changeait, j'ai jamais trop eu de mal à me mettre nue. J'ai jamais trop. En fait, je me disais, je pense, si on en est arrivé là dans la chambre et qu'on est tous les deux nus, c'est que bon, c'est bon, quoi. Genre. C'est pas maintenant que je vais me sentir mal, parce que parfois on peut se dire. Mais est-ce que la personne, elle a vu que j'étais grosse ou que j'avais du ventre, ou tu vois, et t'es là, avec le temps, tu dis oui, elle a vu en fait, et tu lui plais quand même, et allons-y, quoi. Donc voilà, ça a été, et encore aujourd'hui, là j'ai désinstallé les applis de rencontre parce que ça m'a saoulée, parce que ça aspire l'âme un peu, mais oui, j'ai des relations qui se passent bien, en fait, des relations romantiques, amoureuses ou quoi, ou même des plans cul, juste qui se passent bien. Je trouve des gens qui me plaisent et à qui je plais, et c'est cool. Ça, je le vis bien, en fait. Donc le fait, au début, quand j'étais sur les applis, je me disais bon là, comment ça va se passer, pareil, ce truc de est-ce qu'ils vont voir que je suis grosse, est-ce que quand je vais arriver en vrai en date, ils vont se dire putain, elle est grosse, j'avais pas capté. Bon, en vrai, je me suis dit écoute, sur ton profil, mets des photos. Où c'est obvious, quoi. C'est ça. Et puis, bon, c'est une bonne idée pour tout le monde, hein, quoi qu'il arrive. Genre, mettez des photos de votre visage, bien sûr, et des photos de votre corps en entier. Et ça donne aussi, je trouve, une image plus complète de la personne, et ça peut donner envie de rencontrer quelqu'un, parce que quand le profil est complet, ça donne plus envie, tu vois. Donc, voilà, moi, je me dis, j'ai mis des photos où on voit comment je suis, et puis, allons-y, tu vois. On match, tant mieux, on match pas, tant pis, et puis je le sais pas, tu vois, je m'en fous, quoi. Mais c'est pas juste une histoire de grosseur non plus. Et pas faire de catfishing. Ouais, voilà. Puis je précise pas après, une fois qu'on va se voir, je dis pas, au fait, t'as vu, je suis grosse, tu vois, j'y vais juste, et puis... Et moi, je faisais des disclaimers un peu... Alors que putain, j'étais tellement mince. C'est clairement la période de ma life où j'étais la plus fit, mince, tout ce que tu veux. Et je me revois sur certaines conversations quand j'étais sur les applis de dire oui, par contre, j'ai des formes et tout. Alors que c'est cool d'avoir des formes, tu vois. Et puis, des formes, c'était j'ai un ventre plat, mais j'ai un peu de fesses, j'ai un peu de sein, tu vois. C'était plus ça le délire en vrai. Ce qui est genre cool, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'avais peur genre, qu'on meuf, oui, c'est pour ça que j'ai envie de te rencontrer, en fait. Mais moi, je pensais que peut-être il allait dire non, c'est trop, ou tu vois, alors que... je sais pas, mais bref. Puis même si c'est le cas, oui. Il dégage, en fait. C'est surtout, lui, il allait pas faire un disclaimer de oui, en fait, j'ai pas de pec, ou j'ai... C'est clair, tu vois, c'est un peu... Clair. Mais bon, la perception de soi, quoi. C'est ça. Mais du coup, toi, est-ce que tu accepterais de sortir avec une personne grosse ? Bien sûr. En fait, moi, je me rends compte que... je pense que c'est l'âge aussi, mais tu vois, tu peux trouver tout le monde beau, quel que soit le corps dans lequel la personne est. De toute façon, c'est beaucoup plus une histoire de personnalité, dans le sens de valeur, de est-ce que ça match, de connexion, voilà. Et donc la personne dans quel corps elle est, ça serait tellement con de se limiter à ça, alors que c'est rare de trouver des gens avec qui ça match vraiment, vraiment. Donc si tu trouves quelqu'un comme ça et tu dis non, je veux pas parce que il est trop petit, ou il est trop gros, ou elle a trop de forme, ou c'est complètement con, tu vois. Tu te dis c'est clair. Ça vaut trop le coup, en fait, d'explorer une relation comme ça.
Et puis, on sera gros à 2 et puis let's go, tu vois. Enfin, je sais pas. Vraiment. J'avais cette conversation hier avec mon frère qui, lui, pour le coup, est sur le carcan extrême dans le sens où lui, avant, il voulait sortir exclusivement avec des grosses, tu vois. Okay. Enfin, en tout cas, avec des femmes bien importantes. Ouais. Au minimum. Et il me disait qu'il en est revenu, quoi, parce qu'il se rend compte que, il est marié de toute façon, moi aussi je suis engagée et tout, mais on se disait tous les deux que dans un monde où on serait célibataire, qu'on serait moins sur des critères physiques. Moi, par exemple, clairement, je me voyais pas sortir avec un gros parce que je me voyais grosse. Donc je me disais, 2 gros ensemble, c'est la honte. Non, mais vraiment, j'en étais là. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça me passerait un peu au-dessus. Ouais. Enfin, tu vois, je sais que c'est des choses qui ont pu me traverser à un moment, alors qu'aujourd'hui, mais je m'en fous, mais absolument, tu vois. Je me dis, mais voilà, enfin, j'ai trouvé la personne avec qui je partage ma vie, mais si c'était à refaire, je prendrais n'importe qui me plaît en termes d'humain. Tout à fait. C'est plus ça. De toute façon, c'est un peu la jeunesse qui te fait dire le corps est si important. Vois, parce qu'on est tellement formaté quand on est plus jeune, tu vois. On est clairement enfermé par les clichés, hein, tu vois. Et pourtant, je pense que c'est quand on est jeune qu'on est vraiment prisonnier de ces choses-là. Et puis, finalement, en vieillissant, on s'affranchit d'autres pas. Hein, mais en tout cas, dans mon cas et dans le tien, en l'occurrence, on se rend compte que l'essentiel ne se trouve pas là, quoi. Exactement. Alors, pour finir, est-ce que il y a quelque chose en particulier que tu souhaiterais ajouter ? J'ai envie de dire que, un peu pour résumer, mais qu'il est possible d'être bien dans sa tête et dans son corps en étant gros, de ne pas se sentir coupable, de vivre sa vie comme tout le monde, en ayant des relations qui sont super et qui vous conviennent, en faisant ce qu'on a envie de faire, en poursuivant ses projets, ses idées, ses envies. Et il est aussi possible, même si c'est dur parfois, de trouver des gens, notamment les docteurs, qui vont vous aider, vous accompagner comme il se doit, sans vous parler de votre poids quand il n'y a pas lieu d'en parler. Il y a des choses comme l'alimentation intuitive, qui est le fait de ne pas se focaliser sur qu'est-ce que ça va... en termes de il faut que je mange sain absolument, il faut que il faut être à l'écoute de son corps et de ce dont il a besoin. C'est ça, c'est un concept qui est assez intéressant. Il y a aussi un terme que j'ai vu surtout, c'est en anglais, qui s'appelle Health at Every Size, où c'est l'idée, pareil, pour les professionnels de santé, de se dire, la santé à toutes les tailles. Donc, c'est possible d'être en bonne santé en étant gros et d'avoir un suivi approprié. Et c'est des choses qui existent et qui se développent. Il y a un podcast qui est super qui s'appelle Maintenance Phase. Attends, quoi? Tu fais la promo d'un autre podcast? Je plaisante. Qui est animé par 2 personnes, dont une qui s'appelle Aubrey Gordon, qui est quelqu'un qui est une femme grosse qui a écrit des livres sur la grosseur et tout, qui est américaine. Et c'est vraiment hyper intéressant et ça tourne autour de ça, donc il y a beaucoup de choses, c'est très riche, quoi. Un podcast en anglais, du coup. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui résonne particulièrement en toi et que tu aimerais partager avec les auditeurs et les auditrices? Waouh, attends, j'aurais dû réfléchir avant à ça. J'ai envie de trouver quelque chose qui soit pour promouvoir, tu vois, pour encourager les gens à se dire tout peut aller, quel que soit ton corps et ta situation du moment.
j'ai rien qui me vient. En fait, tout à l'heure, je t'ai dit chaque poids à son couvercle, mais c'est un peu... C'était pour parler de relations, de relations amoureuses. Donc c'est vrai aussi, tu vois, c'est un truc un peu vieillot que disait mon arrière-grand-mère. Chaque poids à son couvercle, je trouve ça drôle. C'est très terre à terre, très basique, quoi. Mais chaque problème a sa solution. Ouais, voilà, c'est un peu ça, tu vois, genre chaque personne a le droit de vivre sa vie pleinement et d'exister pleinement et d'être aimé pleinement par des gens qui verront votre valeur et tout peut bien aller, même en étant gros, c'est promis. Ouais. Moi, je vais pas donner de citation ou de proverbe, mais j'ai une petite anecdote que j'aimerais raconter. En gros, un jour, je suis tombée en sortant de la douche. Je t'en ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai tout simplement glissé et en fait, ce jour-là, j'ai compris l'utilité du gras sur mon corps. En tout cas, du gras sur mon postérieur, parce qu'en gros, si j'avais pas eu les fesses que j'ai et vu la manière dont je suis tombée, je me serais clairement pété le coccyx. Et au lieu de ça, j'ai juste eu super mal sur le coup, hein, clairement. Mais j'ai eu aucun dégât notable, si ce n'est une petite entorse au poignet, parce que pour le coup, j'ai des poignets très fins. mais rien du tout sur la chaîne postérieure, qui a pourtant eu le plus gros impact, quoi. Ouais. Donc, en résumé, soyez fiers du corps que vous avez, car vous ne savez jamais quand il sera votre meilleur allié. Voilà. C'est beau. Merci Nasta. Merci à toi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à laisser des petites étoiles si vous êtes satisfait du contenu. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux du podcast disponibles en description. En attendant, je vous dis à la prochaine et vous remercie de votre écoute. À bientôt.